de la République démocratique du Congo s'y trouve en vue de participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République va prendre parole demain du haut de la tribune de cette organisation, nous dit Giscard Koussema. Qui affluent à New York pour le rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée générale des Nations unies. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies sonne comme une rentrée des classes pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grand-messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue et comme à l'accoutumée, tous les chefs d'État et de gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyangérou, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend saisir cette opportunité que lui offre l'Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer tous les coups bas que lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présidentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démasqué les agresseurs rwandais à peine couverts du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur particulier, le M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité de président en exercice de la CEAC et de la SADC que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la tribune du Palais des Verts avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie verte et aussi des changements climatiques. Au-delà de cette allocution officielle, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. 2 vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Lutundula et Eve Bazaïba s'activent dans les couloirs du Palais des Verts pour plusieurs dossiers bilatéraux. Voilà, merci Giscard Koussema. Direction le Nord Kivu, en République démocratique du Congo bien entendu. Le chef de quartier de la ville de Béni ont été renseignés sur leur rôle dans la gestion de renseignement et de la sécurité. C'était au cours d'un séminaire de renforcement de capacité initié par la mairie de Béni. De l'État dans la ville de Béni. Cette contrée en proie à l'insécurité, c'est l'objectif de ces séminaires organisés par la mairie de la ville de Béni avec l'expertise du parquet près le tribunal de grande instance. Les chefs des quartiers ainsi que quelques agents de la territoriale ont été édifiés sur les notions élémentaires du droit pénal général, de la procédure pénale, du droit pénal spécial, de la déontologie des officiers de police judiciaire ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de l'entité territoriale des chefs des quartiers. Le procureur général près le parquet de grande instance de Béni, Philippe Itumbo, a insisté en outre sur le patriotisme qui doit caractériser ces officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Il faut donc éviter les conflits de compétences. Les chefs des quartiers ne remplacent ni la police nationale congolaise, moins encore le cours et tribunaux. Le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Narcisse Kachalamouteba, a quant à lui salué cette initiative qui va sans nul doute renforcer l'autorité de l'État tout en leur assurant de son accompagnement dans l'exercice de leurs fonctions. À l'issue de ces séminaires de 5 jours, les chefs des quartiers de la ville de Béni ainsi que les agents de la territoriale ont prêté serment en qualité des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Ce séminaire intervient après celui organisé en l'intention de la police nationale congolaise à Kassindi et à Béni en 2020 pour renforcer les capacités de ceux qui sont censés administrer les peuples dans le respect des lois de la République pour une justice équitable pour tous en cette période où la province du Nord Kivu est sous un régime de l'état de siège.
Au Congo central, la commune de Mvouzi à Matadi a connu la réhabilitation d'une passerelle qui favorise la circulation de biens et de personnes, ce grâce au financement propre de recettes urbaines. La passerelle jetée sur cette cavité est située sur l'avenue Diangana, l'entrée principale de la cellule Momo, au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi, à Matadi au Congo central. Construite sur un relief accidenté, il y a près de 10 ans, cet ouvrage avait perdu presque tous ses garde-fous, occasionnant ainsi la menace de la sécurité de ses usagers, surtout en temps de pluie diluvienne et en cas d'obscurité, souvent pendant les coupures intempestives du courant la nuit, d'où ces cris de détresse. C'est SOS, cet appel au secours lancé par les habitants de cette partie enclavée de la ville portuaire de Matadi, au maire Patinzouzio Makengedi, pour une intervention ponctuelle à même de les éviter les pires. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Nous avons été interpellés par la notabilité qui m'a assiégé très tôt le matin. Je devais entrer ici pour voir un peu comment est-ce que la population s'est plaignée par rapport à la chaussée. Pour voir tant soit peu comment est-ce que nous pouvons désenclaver ce quartier dont la population souffre réellement. S'appropriant ces SOS à travers une réponse concrète à ces crises de détresse, l'autorité urbaine de la ville de Matadi, dans un élan de patriotisme exemplaire, a financé sur fonds propres des recettes urbaines de cette cité les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette passerelle avec la pose de garde-fous métalliques estampillés du logo de la mairie. Il convient de souligner que la réhabilitation de cette passerelle va désenclaver toutes les activités qui se déroulent dans la cellule Momo et permettra à la population de ces coins de Matadi d'atteindre facilement les Pomposo et ses périphéries, sans oublier toutes les autres cellules environnantes. Ouvert le 15 septembre 2022, la foire de la sous-traitance des PME congolais, organisée par l'ARESP au Lualaba, a fermé ses portes le samedi 17 septembre dernier. Il était question de réfléchir sur les avantages de la loi sur la sous-traitance dans le but de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Mireille Ndeke pour le récit. C'est sur une note de satisfaction que la foire de la sous-traitance de PME congolaise organisée par l'ARESP a pris fin sous la houlette du ministre provincial de l'Intérieur, Deodat Kapenda, représentant de la gouverneure AI de Lualaba. Ce grand rendez-vous réunissant tous les acteurs de la sous-traitance était une opportunité de réfléchir sur les pistes de solutions à proposer aux contraintes auxquelles sont confrontés les sous-traitants dans leur vécu quotidien. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées aux autorités compétentes pour la création d'une classe moyenne en RDC, comme le stipule le législateur congolais à travers l'ARESP. Le président de l'association de sous-traitants y tient de tout ce vœu. Je crois que c'est un premier pas qui vient de commencer et nous sous-traitants, nous sommes derrière cette organisation ou cette foire pour que nous travaillons ensemble. Parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment que les sous-traitants se mettent ensemble pour trouver des solutions adéquates et pourquoi pas des solutions durables pour tout ce qui est problématique de la sous-traitance. Les femmes œuvrant également dans ce secteur ne sont pas restées indifférentes. Nous allons vraiment créer un segment dans le département d'approvisionnement local à Kamoa qui ne gère qu'avec les femmes. Alors nous avons déterminé un certain type de marché que nous allons donner qu'aux femmes, pour pouvoir promouvoir la femme congolaise, la femme entreprenante. Une visite des stands et d'achat de produits de sous-traitants Lualabais ont sanctionné cette cérémonie de clôture agrémentée par une belle mélodie de Jean Loubal. Voilà, retenez également que le chef du secteur de Loufira a octroyé de bancs aux écoles du territoire de Kambové. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nicole Cecep Loka. L'eau des bancs a été offert aux élèves de l'école Kiembe, un geste de bonne volonté de Dominique Savio Mwewa, chef de secteur de Loufira, territoire de Kambové dans la province du Haut-Katanga. Ceci dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc, lancée dernièrement par Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Campagne qui vise à pérenniser la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base dans notre pays. Les élèves de l'école Kiembe, très émus de ces gestes, n'ont pas tari d'éloges à l'égard de ces bienfaiteurs. Vraiment, on avait un grand besoin de bancs. Et d'ailleurs, l'année passée, j'avais fait le plaidoyer au secteur pour nous fournir une quantité de bancs. Grand merci pour le chef de secteur et sa compagnie.
On avait une difficulté ici chez nous à l'EPKB, les bancs sont abîmés. Alors, comme vous venez de nous amener ces bancs, en tout cas, nous disons merci. Le secteur de l'Oufira ne compte à ce jour plus d'écoles sans bancs, ce qui va ainsi mettre fin aux effets induits de la gratuité de l'enseignement de base rendue effective en RDC par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Mongala, le gouverneur de cette province, César Limbaya, favorable à la construction des écoles à Lissala et dans quelques territoires de cette province. C'est Rodé Panda qui nous livre cette information. Toll pour la construction et la réhabilitation de quelques écoles publiques de la province de la Mongala 1 et 2. Soit 200 tolls pour chaque école. C'est un geste du gouverneur de la province de la Mongala, Maître César Limbaya, qui a voulu honorer sa population. Le responsable du secteur de l'éducation, représenté par les directeurs de la province éducationnelle Mongala 1, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, les membres du conseil de sécurité de la province de la Mongala ont assisté à la cérémonie organisée ce lundi 19 septembre 2022 à l'hôtel de ville de Lissala. C'est le président de l'Assemblée provinciale de la Mongala, Richard Mazongo Mbweli, qui a posé à la place du gouverneur de province le geste de remise symbolique d'une tôle au directeur provincial de l'EPST Mongala 1. Au nom des responsables des écoles de Lissala et de l'ensemble de la Mongala, bénéficiaires de ces tôles, le maire de la ville, Maître Romé Atongoli, a salué cette initiative sans oublier la mention des remerciements à l'autorité provinciale. Même geste de gratitude et de reconnaissance de la part de Roger Kelo, Sazé, directeur provincial de l'EPST Mongala 1. Ce geste vient à coup sûr contribuer à la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me présente à vous comme ce serviteur que vous avez désigné, qui aura besoin de tout un chacun d'entre nous pour que nous puissions essayer d'être au rendez-vous et de servir véritablement, uniquement notre population. Et nous avons pensé qu'à la rentrée scolaire, accompagner son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a pris à bras le corps la question de la formation de notre jeunesse, impose à ce que nous ayons de cadres qui permettent d'offrir un accueil digne à nos enfants. Aux élus provinciaux qui vont en assurer la distribution, Maître César Limbaya les a exhortés de le faire rapidement. Après ces premiers pas, il y a une suite qui va s'étendre sur l'ensemble de la province de la Mongala. Rombo Foumani, élu du territoire de Ngungu, milite pour la paix et la cohésion nationale. Ces législateurs a pris langue récemment avec Serge Mata. On regarde. Un Congolais sur deux se préoccupe du conflit communautaire entre les peuples Yaka et Teke dans les territoires de Kwamut, disputes et accrochages qui ont occasionné des déplacements massifs des populations civiles et fait plus de 30 morts. S'exprimant à ce sujet, l'honorable député national Rombo Foumani a appelé en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique entre les deux communautés vivant en province du Maïndombe. L'élu du territoire de Gungu, dans la province d'Ikulu, les a également invités au calme, au patriotisme, à la tolérance, au dialogue, à l'unité, ainsi qu'à se mettre ensemble et travailler pour l'épanouissement de leurs provinces respectives. Question d'éléguer un avenir meilleur à leurs enfants et petits-enfants. C'est pourquoi pour le moment dans cette affaire de Teke et de Yaka, je suis en train de dire que cette zone-là a des élus. Si on a vraiment été un bon élu, la population doit vous écouter. Il suffit que les élus Bayaka et les élus du côté de Bateke, spécialement Bateke, parce que la zone là, qui est une zone de Bateke, s'implique et je pense que la population va comprendre. Et moi, je suis allé uniquement pour appeler les gens à vivre en paix, dans l'harmonie, et qu'il n'y ait pas de problème, que ceux qui ont besoin de terre pour cultiver, on en a assez, on leur donne des portions de terre, ils cultivent, personne ne mettra la terre sur la tête pour l'amener chez lui, qu'ils cultivent pour vivre en paix. Ça, c'est un message qui a été bien perçu par tout le monde, par toute la communauté. Cette action visait à mobiliser davantage les habitants de Maïndombe autour des valeurs communes que sont la paix, la concorde, l'unité nationale ainsi que la cohésion sociale.
À Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, le ministre provincial de Mines a organisé un séminaire ou un forum sur la gouvernance minière. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de cette province, Jean-Robert Zanga. L'objectif de ces forums est de vulgariser le programme d'action du gouvernement provincial avec la construction d'une vision consensuelle de toutes les parties prenantes du secteur minier. Pour le ministre provincial des Mines, le professeur Irsil Lelo Dimakungu, les assignations lui confiées consistent à accroître et améliorer la production minière tout en veillant sur sa traçabilité dans les Bas-Ouélé. Et au gouvernement des provinces du Bas-Ouélé, Jean-Robert Zanzabombiti, de saluer la valeur d'intervention, des contributions et des recommandations qui ont permis à ces forums d'être enrichis. Je tiens à saluer la qualité des interventions des uns et des autres et la pertinence des contributions et des recommandations qui ont permis au présent forum d'être vivant et enrichissant. Je vous rassure de la fermeté et de l'engagement politique du gouvernement provincial au travers du ministère en charge des mines dans la poursuite de nos efforts allant dans le sens de garantir le bien-être de nos exploitants ainsi que la protection de leurs carrés miniers conformément aux textes légaux et réglementaires. Ainsi donc, toutes recommandations ici de ces assises seront bel et bien prises en compte par le gouvernement provincial. Satisfaits de ces forums, les participants promettent de soutenir la vision du gouverneur pour un Bas-Ouélé plus beau qu'avant. Pour nous les exploitants, notre message est de plaider auprès de votre Excellence de nous trouver des machines pour nos réserves, faute de profondeur. Nous avons fait longtemps ici, personne s'occupait de nous. Ils étaient dans leur bureau climatisé pour nous donner des ordres. Mais aujourd'hui, grâce à votre initiative, nous sommes associés à la recherche des solutions afin d'émerger le secteur minier. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans vos fonctions. Notez que, grâce au lobbying du gouverneur Jean-Robert Zanzabombiti, que la Fondation Carole Aguito a décidé d'accompagner le gouvernement provincial à lui dotant d'un laboratoire de recherche minière. 29 infrastructures de base remises aux communautés à Bounia par le Fonds forestier national. Cette remise rentre dans le cadre du processus de stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. De recettes, financement du projet de reboisement, administration de soins de santé de qualité, autant d'actions réalisées par le directeur général du Fonds forestier national depuis sa prise de fonction en août 2020 jusqu'à ce jour. Ces actions, au total 33, ont été présentées au président du conseil d'administration du Fonds forestier national lors de la célébration du 13e anniversaire de cette structure, partenaire financier officiel pour la reconstitution du capital forestier de la République démocratique du Congo. La présentation du bâtiment, la dotation des engins roulants aux responsables des différentes directions des antennes de Kinshasa, Lualaba et Okatanga afin de remplir les assignations et la journée porte ouverte consacrée à la visibilité du Fonds forestier national à travers la sensibilisation de la jeunesse au programme Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 était au rendez-vous. Honoré Moulumba Kalala, qui travaille sans faille pour l'amélioration des conditions des agents, a salué l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. L'administration des soins médicaux de qualité au personnel grâce au contrat conclu avec l'hôpital du Cinquantenaire depuis fin mars 2021, l'amélioration substantielle du colis de fin d'année au personnel, l'octroi d'une prime mensuelle aux huissiers et chauffeurs, l'augmentation des frais funéraires en faveur du personnel qui sont passés de 2500 à 7500 $ américains pour les directeurs et de 2500 à 5000 $ pour les autres membres du personnel. Achat d'un groupe électrogène industriel moderne. Le Fonds forestier national a comme rôle de mécanisme national de référence dans le financement durable pour la concrétisation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Voilà, retour à Kinshasa, nous allons nous rendre à l'Académie de Beaux-Arts où le département de la photographie renforce ses capacités. Cédric Kenina va nous parler de cet atelier organisé avec de cinéastes allemands. Rien qu'avec son smartphone, l'on peut réaliser un récit, des photos expressives, soit des clichés qui immortalisent des événements, des mini-documentaires par exemple, et ce grâce à un procédé, les films de poche. Tout un art
qui nécessitent une formation. 39 étudiants répartis dans 7 groupes du département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts ont suivi avec intérêt la formation sur la réalisation des films de poche. Formation rendue possible dans le cadre du partenariat avec des cinéastes allemands du Goethe Institute. Une valeur ajoutée pour ces étudiants a reconnu le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez. Cet atelier qui a été organisé avec un expert, le nom de Cassius Reiner, soutenu par les Goethe. Vous avez vu les productions qui ont été présentées ce soir montrent que ces étudiants, ils ont appris, ils ont pratiqué. Nous avons un département de photographie. Le département de photographie, c'est le département de l'image. Donc l'image au pluriel, l'image fixe et l'image mouvante. Donc dans le département de photographie, ce sont les spécialistes de l'image qui sont formés. Ces jeunes qui ont présenté les travaux ce soir, ils vont devoir continuer leur aventure. Et nous, notre département qui n'est qu'à sa 2e année, va continuer de croître et devenir un grand foyer de l'image. Cet atelier de formation a été sanctionné par la remise de brevets aux récipiendaires, mais aussi de matériel essentiel pour la réalisation des films de poche par les partenaires des Goethe Institute. Le musée national de la République démocratique du Congo, visité par de jeunes intellectuels quinois à la découverte de richesses culturelles émanant de diverses civilisations du pays. Pierre Mbouyou Saïdi a fait partie de la délégation. Les divers compartiments variés du musée national de la République démocratique du Congo, ces hauts lieux historiques de notre pays, a offert son hospitalité à un groupe de jeunes intellectuels congolais, venus des différents établissements étatiques, gouvernementaux et privés, tous membres de la structure Les Quinois, pour s'imprégner de toutes les réalités culturelles et ancestrales des royaumes et empires ayant existé avant l'époque coloniale en République démocratique du Congo à travers cette visite guidée. Axée sur la révalorisation de nos aspects culturels. Cette itinérance qui s'est déroulée dans les différentes salles où sont exposées les œuvres d'art de toutes les civilisations, mœurs, traditions et coutumes de nos tribus et ethnies, disséminées dans les 26 provinces de notre pays, était une belle opportunité pour ces visiteurs de marteler la pertinence de ces sites de haute portée historique en lançant un signal fort à tous. Le plus important, c'est le lieu que nous avons choisi pour pouvoir lancer nos activités. Vous êtes en train de remarquer que nous sommes sur un site qui incarne en fait nos valeurs quinoises, qui retrace en fait l'historique de la ville de Kinshasa. Étant natif de la ville de Kinshasa, cet endroit retrace en fait l'histoire du Congo. Cet endroit fédère en fait toutes les valeurs, toutes les intelligences du Congo, et c'est comme ça que nous avons vraiment opté pour pouvoir lancer nos activités en ce lieu qui est superbement historique. À travers cette visite guidée dans les différents locaux et salles d'exposition du Musée national de la République démocratique du Congo, ces Quinois ont pu expérimenter les richesses culturelles de nos 26 provinces, sans oublier les vestiges préhistoriques, précoloniales et coloniales de nos civilisations, royaumes et tribus. Voilà autre chose à présent. L'université William Booth a clôturé l'année académique 2021-2022 le samedi 17 septembre dernier. La première promotion de médecine a été honorée par la présence du recteur Serge Bimola Mampouya. Toutes les autorités académiques de William Booth ont affiché complet sous le leadership inamovible du recteur, docteur, professeur, ingénieur Roger Bimola. Une particularité pour cette édition, c'est la présence des lauréats de la toute première promotion de médecine qui n'en devaient une fière chandelle devant le ministre des Droits humains et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans son allocution, le brillant recteur de l'université William Booth a rappelé à ses lauréats leur place prépondérante dans le processus du développement durable d'une part et de l'image de marque de l'université William Booth d'autre part. Nous avons montré à la population et collé les nouveaux médecins formés ici à l'université William Booth. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait pour la jeunesse de notre pays. C'est le lieu de remercier notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour nous avoir accompagnés et appuyés en signant les diplômes de nos étudiants, les premiers étudiants de médecine. Mais le premier médecin que vraiment nous délivrons sur la place, sur le marché de la santé. Après, nous avons eu à inaugurer cet amphithéâtre qui servira pour la classe de L1 médecine selon la nouvelle réglementation du LMD. Et ce lieu sera aussi un lieu de colloques, de conférences
pour notre université et aussi un lieu de prière pour notre église. Appelés à mettre en valeur leur savoir-faire et porter haut l'étendard de William Booth, un des lauréats revient sur l'importance de ce jour mémorable. Pour nous, on est juste trop contents et puis trop heureux de ce que l'université a fait pour nous. Déjà, on a eu à avoir nos diplômes. C'est déjà une très bonne chose et puis un très grande avancée dans nos vies. Actuellement, on est appelé médecin, donc première promotion de la faculté de médecine en William Booth. Puisqu'il faut accompagner les compétences et le savoir, notamment par un cadre viable répondant aux normes requises des standards internationaux, le nouvel amphithéâtre a été ainsi inauguré. Et le système LMD sera adopté pour cette nouvelle année en vue d'uniformiser les cycles, ce qui pourra organiser les reconnaissances des diplômes sur l'échelle mondiale. Comptabilité générale conforme au Cisco-ADA révisé, théorie, concept et pratique comptable informatisée. Cet ouvrage du professeur Sembibi de l'Université de Lubumbashi a été porté sur le fonds baptismaux le samedi dernier à Lubumbashi. Plusieurs invités se sont massés pour être parmi les premiers à se procurer cet ouvrage qualifié de cadeau pour les générations présentes et futures par le professeur Kishiba Fitoula, recteur de l'Université de Lubumbashi. Il a plaidé pour une large diffusion de cette réalisation scientifique dont la faculté d'économie de l'UNILU et la RDC peuvent en être fiers. Je souhaite ce livre, pour autant qu'il est consistant, qu'il soit rendu fluide par rapport aux études. Des instruments de ce genre soient mis à la disposition aussi de l'Union africaine. C'est une fierté pour vous. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour votre fierté. Près des fonds baptismaux, au moment du vernissage, l'auteur du livre, le professeur Sembimbi Pascal, le professeur Kalaba, doyen de la faculté d'économie, et le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, en présence des recteurs d'universités privées de Lubumbashi, des directeurs des écoles et instituts supérieurs et tout un parterre des professeurs d'université, sans compter des nombreux étudiants et autres invités pour la circonstance. Au nom de tous les scientifiques de la République démocratique du Congo et en particulier de l'Université de Lubumbashi, je te souhaite pérennité, rayonnement et plein succès. Comptabilité générale conforme au Cisco-ADA révisé, théorie, concept et pratique comptable informatisée du professeur Pascal Sembimbi est un livre de plus de 670 pages publié aux éditions Généris de Londres. Il est une large contribution à l'évolution de l'économie en RDC et dans le monde, mise à la disposition des chercheurs, des étudiants, institutions supérieures et universitaires congolais avec un rayonnement international et donc une fierté pour la République démocratique du Congo. Merci. Le 17 septembre de chaque année marque la célébration de la journée mondiale du nettoyage. À l'ISP Gombe, on a respecté la tradition, la cour, ainsi que le bureau ont subi un véritable coup de balai. L'assainissement du milieu de vie contribue fortement à l'épanouissement et favorise l'apprentissage dans les meilleures conditions. Conscient de cette évidence, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la propreté, organisé une campagne de sensibilisation à l'endroit des étudiants et personnels de cet institut supérieur. Objectif, inculquer une valeur symbolique de nettoyer son lieu direct qui a une portée civique, a dit la directrice générale. Dans notre site de travail. Nous passons plus de temps ici que dans nos maisons. Vous le savez, même vous les étudiants. Alors, ce site doit être propre et salubre. On dit un corps sain dans un environnement sain, telle est la devise de Green Thumb qui est chargée de rendre l'ISP Gombe viable et vivable. On ne peut pas prétendre être bien habillé et autres et vivre dans un environnement qui n'est pas sain. Même si à la maison nous prenons soin de notre maison, nous prenons soin de nos vêtements, mais posons-nous la question, où est-ce que nous passons la plus grande partie de notre vie, de notre activité? Et on va se rendre compte que c'est dans nos bureaux. Alors pourquoi accepter que nos bureaux soient sales? Est-ce que pour nettoyer nos bureaux, on doit attendre que l'autorité puisse nous dire de pouvoir le faire? On doit arriver à nous investir nous-mêmes pour justement garantir cet environnement de qualité
pour notre santé. La propreté est une condition primordiale pour le développement, car dans la saleté, on ne peut parler du développement. Voilà un peu de religion avant de nous quitter. L'archidiocèse de Kisangani a commémoré ses 125 ans d'existence hier dimanche. La cérémonie s'est déroulée dans la paroisse Saint-Gabriel de cette province. Elle s'est poursuivie à Kinshasa, à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Fondée en 1897, l'archidiocèse de Kisangani a commémoré le 18 septembre 2022 à Kinshasa, dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, le 125e anniversaire d'évangélisation de cet archidiocèse. Dans une salle pleine, les bohomèses et bohomèses vivant à Kinshasa, plusieurs autorités de la Grande Orientale et invités sont venus rehausser de leur présence à ces grands rendez-vous. Dans son homélie, l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembitapa, a appelé les filles et fils de la Chopo à avoir un cœur généreux afin d'accroître l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le révérend Père Jean Loubou, coordonnateur de cette organisation, est revenu sur l'historique de l'archidiocèse de Kisangani. Le révérend Père Adolphe Litanda, prêtre du Sacré-Cœur, coordonnateur adjoint, quant à lui, a profité de l'occasion pour demander le soutien de l'Auguste Assemblée à plusieurs projets de développement de l'église Temple de Dieu. Notez que cette cérémonie a été lancée officiellement le dimanche 17 octobre 2021 à la paroisse Saint-Gabriel, première paroisse de l'archidiocèse de Kisangani. Après Kinshasa, elle sera clôturée le dimanche 23 octobre 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Très-Haut Rosaire dans la ville de Kisangani. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Excellente suite de nos programmes.